L'hôtelier se fit passer pour un client cette nuit-là afin de découvrir qui le volait en silence. La femme de chambre du 8e étage répondit à un appel d'une voix brisée. Et en moins d'une minute, l'homme aux bras croisés comprit que la voleuse n'était pas elle. Le couloir du 8e étage du Grand Hôtel Beaumont sentait le parfum cher et le silence acheté. Les lumières tamisées des appliques dorées tombaient sur l'épais tapis, d'une manière qui ne permettait aucune ombre. Il était presque minuit, et la ville dehors dormait déjà. Mais à l'intérieur, sous cet éclairage doré doux, deux personnes qui ne s'étaient jamais vraiment croisées étaient sur le point de se heurter de la seule manière qui change le cours des choses. Maxime Beaumont-Dragot, propriétaire absolu de la chaîne hôtelière Beaumont, était appuyé contre le mur du fond du couloir depuis plus d'une heure, vêtu sans ostentation, sans montre visible, sans rien qui puisse le trahir. Quiconque passait par là le confondrait avec un client insomniaque, sorti prendre l'air, et c'était exactement ce qu'il voulait. Il avait passé des semaines à planifier cette nuit. Il était arrivé à l'hôtel, enregistré sous un faux nom. Il s'était installé dans une suite au 7e étage, juste en dessous de l'étage exécutif. Il avait dîné seul au restaurant. Il avait commandé le service d'étage. Il avait observé en silence chaque visage qui croisait son regard, sans que ces visages ne sachent qu'ils étaient évalués par l'homme dont le nom de famille était gravé en bronze à l'entrée de l'immeuble. Il avait une raison, une vieille raison douloureuse, qui l'avait transformé en ce qu'il était maintenant. Un homme qui ne faisait confiance à personne de sa propre équipe. Des années auparavant, son propre frère associé lui avait siphonné une partie importante du patrimoine familial avant de disparaître du pays. Maxime avait appris cette fois une leçon qui ne l'avait plus quitté. Le voleur vit toujours à l'intérieur de la maison. Et cette nuit-là, après des mois de petites incohérences dans les rapports financiers du Grand Hôtel Beaumont, sa propriété phare, le fleuron de la chaîne, il avait décidé de faire ce qu'aucun homme d'affaires sensé ne ferait, s'infiltrer personnellement, sans prévenir personne, pas même Renaud Verrier-Fontaine, son directeur de longue date, l'homme qu'il considérait comme son bras droit depuis tant d'années. Le plan était simple, passer 2 nuits à arpenter les couloirs comme un client anonyme, observer le personnel, identifier le traître. Ce que Maxime ne savait pas en attendant appuyé contre ce mur, c'est que le vrai traître était bien plus proche de lui qu'il n'aurait jamais pu le soupçonner. Et que la personne qu'il était sur le point de rencontrer dans le couloir, la personne qu'il avait décidé de surveiller en premier pour une raison qu'il ne se rappelait presque plus, était exactement la seule personne de l'étage qui, cette nuit-là, allait lui sauver tout ce qu'il croyait avoir perdu. Au bout du couloir, une porte de service s'ouvrit. Valérie Cielardin-Dubois sortit en poussant un chariot avec des serviettes pliées. Mère célibataire, femme de chambre depuis des années dans cet hôtel, femme aux gestes discrets et à la mémoire entraînée, qui se souvenait de chaque détail de chaque chambre qu'elle nettoyait. Elle avait les cheveux attachés avec une simple pince, le tablier blanc impeccable et la posture droite de celle qui sait qu'être invisible fait partie du travail. Maxime la regarda depuis son coin. Il nota mentalement l'heure, nota mentalement la direction des pas. Il nota mentalement la chambre devant laquelle elle s'arrêta. La suite 814. La suite 814 lui disait quelque chose, mais il ne se souvenait plus quoi. Valérie frappa à la porte de 2 coups doux. Elle attendit, frappa de nouveau, puis utilisa la clé de service et entra. La porte resta entr'ouverte. Maxime entendit de loin la voix fragile d'une femme âgée qui saluait la femme de chambre avec une affection qui n'avait rien de protocolaire. « Madame Odette, je vous ai apporté vos serviettes et les médicaments que vous avez demandés à la réception cet après-midi. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ah, Valérie, ma fille, entrez, entrez, ma chère. » Maxime fronça les sourcils. « Ma fille !» Ce n'était pas le salut d'une cliente à une employée, c'était autre chose. C'était un salut d'appartenance. Il sortit discrètement son téléphone de sa poche, chercha dans le système interne de l'hôtel, auquel il avait un accès complet depuis son téléphone privé. Sans que personne de l'équipe ne le sache, l'enregistrement de la suite 814. Il le trouva, et en le voyant, sentit quelque chose, à l'intérieur de lui se glacer. Madame Odette Bertrand-Chastain, cliente permanente. Elle vivait dans cette suite depuis des années, mais il y avait quelque chose d'étrange dans le rapport, quelque chose qu'il n'avait jamais lu parce qu'il n'avait jamais descendu aux détails des comptes individuels des clients permanents. C'était des affaires du directeur Renaud, quelque chose qui maintenant, soudain, brillait sur l'écran du téléphone comme une alarme silencieuse. Le compte mensuel de Madame Odette contenait des frais qui ne correspondaient pas à son profil, des services de spa qu'elle n'avait jamais utilisés, des dîners au restaurant à des heures où elle ne descendait jamais, des bouteilles de vin cher consommées dans des chambres qui n'étaient pas les siennes. Maxime continua de regarder l'écran. Ce compte était gonflé de frais fantômes depuis des mois. Et puis, avant qu'il ne puisse assimiler ce qu'il voyait, il entendit autre chose. À l'intérieur de la suite,
La voix fragile de Madame Odette monta d'un ton. Elle passa du salut affectueux à quelque chose de différent, quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. « Ma fille, j'ai encore reçu une autre facture de l'hôtel. Savez-vous ce qui se passe? Je ne suis pas sortie de cette chambre depuis une semaine, ma fille. Mais mon compte a des frais pour des choses que je n'ai pas demandées. Que dois-je faire, Valérie? Je n'ai plus d'où puiser. » Il y eut un silence. Puis la voix de Valérie répondit doucement, très doucement, si doucement que Maxime dut avancer de 2 pas dans le couloir pour l'entendre. « Madame Odette, ne vous inquiétez pas cette nuit. Je vais me renseigner, je vous le promets. Mais s'il vous plaît, ne signez rien avant que je ne vous parle de nouveau. Et si quelqu'un du personnel frappe à votre porte à des heures indues, n'ouvrez pas. Vous m'entendez? Valérie, ma fille, que se passe-t-il dans cet hôtel? Madame Odette, je ne peux pas encore vous le dire, mais faites-moi confiance. Comme vous me faites toujours confiance. » Maxime serra son téléphone dans sa main. Le sang lui monta à la tête. « Comme vous me faites toujours confiance. » Ces mots avaient un poids qu'il ne pouvait pas encore déchiffrer. Valérie sortit de la suite, ferma la porte avec soin, appuya un instant son front contre le bois. Maxime, du fond du couloir, put voir le geste. La femme de chambre respira profondément. Puis elle se redressa, ramassa le chariot et commença à marcher vers la porte de service. Mais avant d'atteindre l'ascenseur, son téléphone sonna, une sonnerie basse, presque honteuse, dans la poche de son tablier. Valérie le sortit rapidement, regarda l'écran, et quand elle vit qu'il appelait, tout le corps de la femme changea. Maxime le remarqua. Il remarqua comment ses épaules se tendirent, comment sa main libre s'appuya contre le mur du couloir pour se soutenir, comment sa respiration devint courte. Elle répondit « Bonjour. Oui, c'est moi. Oui. Pause. Comment? Comment dites-vous? Pause plus longue. Mais docteur, ce n'est pas possible. J'ai payé l'ordonnance il y a 2 jours. J'ai laissé le reçu dans le tiroir de la pharmacie. La voix de Valérie se brisa. Elle se fendit en deux comme un verre fin. Maxime, de son coin, resta immobile. Cette femme écoutait quelque chose à l'autre bout du fil, qui la faisait s'effondrer en silence au milieu d'un couloir d'hôtel 5 étoiles. « Docteur, s'il vous plaît, ne suspendez pas les médicaments d'Étienne cette nuit. J'irai à la pharmacie demain, à la première heure. Je vous jure que j'irai, mais ne les suspendez pas, s'il vous plaît. » Autre pause plus longue, plus dense. « Combien? Pause. Combien exactement? Pause. » Et puis Valérie Cialardenne Dubois, la femme qui pendant des années avait été invisible à cet étage, appuya son dos contre le mur du couloir et glissa lentement jusqu'à s'asseoir sur le sol, le téléphone toujours contre l'oreille et les yeux pleins de larmes, qu'elle ne se permettait pas de laisser couler. « Docteur, je vous promets que j'irai demain sans faute. Juste ne suspendez pas les médicaments cette nuit. » Elle coupa l'appel. Elle resta assise sur le sol, porta sa main libre à sa bouche pour ne pas faire de bruit, puis leva les yeux et vit debout au fond du couloir un client inconnu qui l'observait les bras croisés. Valérie se redressa immédiatement, s'essuya les yeux du revers de la main, ajusta son tablier, fit tout ce que le manuel du Grand Hôtel Beaumont lui avait appris à faire lorsqu'un client la trouvait à un moment où il n'aurait pas dû la voir, mais quelque chose en elle, cette nuit-là, ne réussit pas à se composer entièrement. « Excusez-moi, monsieur, avez-vous besoin de quelque chose? Si vous le permettez, je vous apporte ce que vous désirez dans un instant. » « Non, madame. » La voix de l'homme du fond sortit tranquille, basse, sans aucun ton d'exigence. « Je n'ai besoin de rien. J'étais juste ici. Excusez-moi de vous avoir vu à ce moment-là. Ce n'était pas mon intention. » Valérie hocha la tête, ramassa le chariot, fit le geste de se retirer, mais avant qu'elle ne puisse passer à côté du client, l'homme parla de nouveau, cette fois d'une voix qui avait quelque chose de différent, quelque chose qui n'était pas de la curiosité de client, quelque chose qu'elle, sans savoir pourquoi, identifia instantanément comme dangereux. « Madame, une seule question. La dame de la suite 814 a-t-elle des problèmes avec son compte depuis longtemps ?» Valérie s'arrêta net et sut, à cet instant précis, que l'homme aux bras croisés au fond du couloir du 8e étage n'était pas un client ordinaire, et que la question qu'il venait de poser la plaçait, cette nuit-là, devant la plus grande décision de sa vie, d'adulte. Valérie resta debout au milieu du couloir, les mains serrées sur le chariot. L'homme du fond n'avait pas bougé. Il était toujours les bras croisés, avec ce regard qui n'était pas celui d'un client, attendant une réponse qu'elle n'avait pas encore décidé de lui donner. Une partie de Valérie, la partie prudente, la partie qui pendant des années avait appris à survivre en gardant le silence, lui criait de l'intérieur de mentir, de dire qu'elle ne comprenait pas la question, de se retirer poliment, d'aller pleurer dans les toilettes du personnel et de recommencer la journée de demain comme si de rien n'était. Mais l'autre partie de Valérie, la partie qui venait d'entendre le médecin lui dire qu'on allait suspendre les médicaments d'Étienne cette même nuit, la partie qui venait de promettre à Madame Odette qu'elle allait découvrir ce qui se passait, la partie qui portait depuis des mois des questions qu'elle n'osait pas poser à voix haute,
Cette partie lui dit autre chose. Elle lui dit que c'était peu, être la dernière chance que la vie lui donnerait de parler. Elle respira profondément. « Monsieur, excusez-moi, pourquoi demandez-vous des nouvelles du comte de Madame Odette ?» L'homme du fond hésita à peine une fraction de seconde. Puis il fit 2 pas en avant, sortit de la zone sombre de l'applique dorée, et pour la première fois Valérie put le voir sous une meilleure lumière. Ce n'était pas un jeune client, ce n'était pas un homme nerveux, c'était un homme mûr, à l'allure tranquille, de ceux qui ont commandé pendant des années sans avoir besoin d'élever la voix. Et à cet instant, en le regardant de près, Valérie comprit autre chose. Elle avait déjà vu ce visage auparavant, quelque part, sur un document de l'hôtel, sur un tableau du hall, sur une brochure d'entreprise qui avait circulé parmi le personnel. Ce n'était pas possible. Ça ne pouvait pas être possible. « Madame » dit l'homme d'une voix basse et ferme. « Je m'appelle Maxime Beaumont-Drago, et cet hôtel m'appartient. » Valérie porta sa main libre à sa bouche. Son corps entier trembla. Elle porta les 2 mains à sa poitrine, puis à son tablier, puis de nouveau à sa bouche. Pendant une fraction de seconde, elle fut incapable de parler. « Monsieur Beaumont-Drago, soyez tranquille, madame, s'il vous plaît. Je ne suis pas venu vous effrayer. Je suis venu comprendre. Cette nuit, je suis dans mon propre hôtel déguisé en client pour une raison très précise, et je vais vous demander, avec tout le respect que vous méritez après ce que je viens de voir, de me faire confiance pendant les prochaines minutes. Ce que vous déciderez de me dire ou de ne pas me dire n'affectera pas votre travail. Je vous donne ma parole. Et ma parole dans cet immeuble est la seule chose qui vaille plus que ma signature. » Valérie tenta de répondre. Sa voix ne sortit pas. Elle hocha la tête. Maxime continua de parler avec le même calme. « J'ai entendu une partie de votre appel avec le médecin. Je n'ai pas voulu écouter, mais je l'ai entendu. Et avant que vous ne me demandiez pourquoi un homme comme moi se soucie de ce qui vous arrive cette nuit à une employée de son hôtel, je vais vous répondre avant que vous ne le demandiez. Parce que depuis des années, quelque chose ne tourne pas rond dans cet immeuble, et parce que la femme qui est à l'intérieur de la suite 814, Madame Odette, vient d'apparaître sur un écran avec un compte qu'elle ne devrait pas avoir, un compte gonflé de frais qu'elle n'a jamais demandé. Et parce que quand vous êtes entré dans cette suite il y a 10 minutes, elle vous a traité comme si vous faisiez partie de sa famille et cela m'a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Valérie s'appuya contre le mur. Ses jambes la soutenaient à peine. Elle sentait la main du téléphone serrée contre sa paume, comme si la voix du médecin était toujours à l'autre bout. « Monsieur Beaumont-Drago, Madame Odette est comme ma famille. Je la connais depuis de nombreuses années. Avant que je n'entre travailler dans cet hôtel, Madame Odette et son défunt mari ont connu ma mère, paix à son âme. Quand ma mère est décédée et que je me suis retrouvé seul avec un fils nouveau-né, c'est Madame Odette qui m'a aidé à trouver ce travail. Je dois à cette dame le peu que j'ai. Et depuis des mois, monsieur, il se passe quelque chose avec son compte et avec d'autres comptes aussi. Des comptes de clients âgés, de clients permanents qui ne sortent pas de leur chambre. J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir, monsieur, mais j'avais peur de parler parce que mon fils Étienne dépend d'un médicament qui coûte un salaire entier. Et si je perds ce travail, mon fils perd son traitement. Maxime l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut fini, il respira profondément. Sa mâchoire était serrée. « Madame, dites-moi votre nom. »« Valérie Ciel-Ardent Dubois, monsieur. »« Madame Valérie, votre fils Étienne aura ses médicaments cette nuit. Ne me demandez pas comment. Faites-moi juste confiance. Et à partir de ce moment, ce jeune homme aura ses médicaments tous les mois que la vie lui exigera, sans que vous n'ayez plus jamais à demander à un médecin de ne pas les suspendre. Cela proviendra de la fondation d'entreprise que ma propre société entretient pour les causes sociales et qui, jusqu'à présent, ne vous a jamais été proposée car personne dans ma direction n'a jugé bon de vous en parler. » Valérie porta les 2 mains à son visage. Les larmes lui tombèrent sans qu'elle puisse les empêcher. Ce n'était pas un pleur bruyant, c'était le pleur silencieux, ancien, contenu pendant des mois, d'une femme qui reçoit enfin un soulagement qu'elle n'espérait jamais recevoir. Mais Maxime ne la laissa pas s'enfoncer dans l'émotion. Il lui parla avec la fermeté douce des hommes qui comprennent que ce n'était pas encore le moment de se reposer. « Madame Valérie, j'ai besoin que vous me racontiez tout. Mais avant, j'ai besoin que vous me répondiez une seule chose avec une honnêteté absolue, même si la réponse vous semble dangereuse. » « Oui, monsieur. » « Qui, dans cet hôtel, vous donne des ordres concernant les chambres des clients permanents? Qui est la personne qui signe les mouvements des comptes de Madame Odette et des autres clients âgés que vous venez de mentionner ?» Valérie déglutit. Elle savait que dire ce nom à voix haute devant le propriétaire de l'hôtel, dans le couloir du 8e étage, presque à minuit, pouvait lui coûter tout ce qu'elle avait construit jusqu'alors. Mais elle savait aussi, avec une nouvelle clarté, que le taire lui coûterait quelque chose de bien pire. Elle le dit. « Monsieur Renaud Verrier-Fontaine, monsieur, le directeur général de cet hôtel. » Maxime Beaumont-Drago ne bougea pas, ne scia pas. Il ne fit aucun geste. Mais à l'intérieur, en silence, il sentit 20 ans de confiance aveugle,
commençait à s'effondrer au ralenti. Renaud, l'homme qu'il avait considéré comme son bras droit avant même d'hériter de la chaîne, l'homme qui avait été aux côtés de son père lors de la fondation du premier hôtel familial, l'homme qui était le parrain de sa fille aînée, l'homme qu'il n'avait jamais, même dans ses pensées paranoïaques les plus sombres, mis sur la liste des suspects. « C'est lui, Madame Valérie ?» La voix de Maxime sortit rauque, différente. « J'ai besoin que vous ne rentriez pas chez vous cette nuit par la porte principale. J'ai besoin que vous preniez vos affaires dans le vestiaire du personnel sans passer par le bureau de la direction. Et j'ai besoin que vous vous présentiez demain à la première heure à l'adresse que je vais vous envoyer sur votre téléphone tout de suite. Il y aura quelqu'un qui vous attendra, une avocate de ma pleine confiance. Elle s'appelle Camille Sotomayor-Brac. Vous lui raconterez tout ce que vous venez de me raconter, et bien plus encore. Vous comprenez? Je comprends, monsieur. Une dernière chose. Oui, monsieur. Monsieur Aurélien, le vieux concierge du hall. Vous le connaissez? Valérie hocha la tête. Monsieur Aurélien sait des choses qu'il n'a jamais dites à personne. Si vous avez confiance en lui, dites-lui cette même nuit avant de quitter l'immeuble que Beaumont veut voir ce qu'il garde. Juste cela. Beaumont veut voir ce qu'il garde. Il comprendra. Valérie hocha de nouveau la tête, les yeux encore humides. Maxime se retourna pour partir, mais avant de traverser la zone sombre du couloir, il s'arrêta. Il se retourna par-dessus son épaule, la regarda. « Madame Valérie, il y a des années que je n'avais pas entendu une personne de mon propre hôtel me dire la vérité. Cette nuit, sans le savoir, vous m'avez rendu quelque chose que je croyais perdu. Et cela, madame, ne se paie pas avec un salaire. » Il marcha jusqu'à l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent. Il entra. Les portes se fermèrent. Valérie resta seule dans le couloir, toujours appuyée contre le mur, le téléphone à la main et les yeux pleins de larmes. Mais à l'intérieur d'elle, pour la première fois depuis très longtemps, il n'y avait pas de peur. Il y avait quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Il y avait le sentiment fragile, mais réel, que cette nuit venait de commencer une autre histoire, et que l'histoire qui venait de se clore, l'histoire de la femme qui se taisait pour survivre, ne s'ouvrirait plus jamais. À plusieurs étages de distance, dans son bureau privé du 12e étage, Renaud Verrier-Fontaine terminait un appel téléphonique avec son neveu Marc. Il souriait, il venait de clore un autre compte gonflé pour la suite 814. Madame Odette, disait-il en riant, était le puits le plus prévisible de tous. Renaud ne savait pas, en raccrochant le téléphone et en se servant un petit verre à l'armoire, que dans le couloir du 8e étage, une femme de chambre venait de prononcer son nom devant le seul homme au monde qui ne lui pardonnerait jamais cela. Valérie poussa le chariot vers l'ascenseur de service, le cœur lui battant contre les côtes comme un poing sans maître. Le couloir du 8e étage était toujours vide, les appliques dorées étaient toujours allumées. L'épais tapis continuait d'absorber chaque pas, mais la femme qui avançait maintenant vers la porte du fond n'était pas la même femme qui était sortie du vestiaire du personnel cet après-midi-là. Cette femme n'existait plus. Celle qui avançait maintenant était une autre. Une qui portait le nom de Renaud Verrier-Fontaine, prononcée à voix haute et encore suspendue dans l'air du couloir. Une qui avait reçu des instructions précises du seul homme de l'immeuble dont la parole valait plus que n'importe quelle signature. Les portes de l'ascenseur de service s'ouvrirent. Valérie entra, elle appuya sur le bouton du sous-sol. Pendant que les portes se fermaient, elle répéta mentalement, mot pour mot, la phrase exacte que Maxime lui avait demandé de dire au vieux concierge du hall. « Beaumont veut voir ce qu'il garde. » Juste ça. Sans plus, sans explication, l'ascenseur descendit en silence. Valérie se regarda dans le miroir latéral, ajusta son tablier, essuya les traces de larmes du revers de la main. Quand les portes s'ouvrirent au sous-sol, on ne la voyait plus avoir pleuré. Elle traversa le couloir de service, monta par l'escalier latéral jusqu'au hall principal. Le hall, à cette heure-là, était déjà presque vide. Seulement 2 clients éloignés consultant quelque chose à la réception et, près du comptoir, une silhouette qui connaissait chaque millimètre de cet immeuble avant même qu'elle ne soit née. Monsieur Aurélien Pissarro-Dubois, le concierge historique du Grand Hôtel Beaumont, homme qui avait passé des décennies dans ce hall, terminait de plier un journal lorsqu'il vit Valérie s'approcher. Il leva à peine les yeux et, pour une raison qu'elle ne comprit pas au premier abord, les vieux yeux du concierge restèrent fixés sur son visage comme s'il l'attendait déjà. « Monsieur Aurélien, dites, ma fille !» Valérie jeta un bref coup d'œil autour d'elle. La réceptionniste de nuit était occupée avec l'un des clients. L'autre client avait ses écouteurs, personne ne les regardait. Elle approcha ses lèvres du comptoir, baissa la voix. « Monsieur Aurélien, Beaumont veut voir ce que vous gardez. » Le concierge ne répondit pas immédiatement. Pendant une seconde entière, son visage ne montra aucune émotion. Puis, très lentement, il posa le journal plié sur le comptoir, appuya ses 2 mains sur le bois
et exhala une longue bouffée d'air qu'il semblait avoir gardée en lui pendant de nombreuses années. « Ma fille, êtes-vous sûre de ce que vous me dites ?»« Je suis sûr, monsieur Aurélien. Il m'a lui-même demandé de vous dire cette phrase. Cette nuit dans le couloir du 8e étage, il était avec moi. Il s'est passé des choses, monsieur Aurélien. Il s'est passé quelque chose que je ne peux pas vous raconter ici. » Le concierge hocha la tête, porta sa main à la poche intérieure de sa veste, en sortit un mouchoir blanc, le déplia, s'essuya le front d'un petit geste silencieux. Quand il regarda de nouveau Valérie, il y avait dans ses yeux un mélange de soulagement et de fatigue qu'elle n'osa pas déchiffrer. « Cela fait plus de 15 ans que j'attends cette phrase, ma fille. » Valérie sentit quelque chose lui parcourir l'échine. Cette réponse lui disait, sans qu'il soit besoin d'explication, que le vieux concierge avait soupçonné pendant bien plus longtemps qu'elle n'aurait jamais imaginé, et que lui aussi, à sa manière, avait attendu une nuit comme celle-ci. « Monsieur Aurélien, vous saviez ? » ?»« Je ne sais rien, ma fille. Je ne fais que garder. Mon métier est de garder. Ce qu'un vieux concierge garde dans un tiroir de sa maison, personne ne le cherche. Et c'est exactement ce qui fait qu'un jour, cela serve. » Monsieur Aurélien lui fit un petit geste de la main pour qu'elle se retire. Il lui dit à voix basse avant qu'elle ne s'écarte du comptoir, « Allez tranquille, ma fille. Je m'occupe de mon affaire et remerciez monsieur Beaumont de ma part d'avoir fait confiance à ce vieil homme après tant d'années de ne faire confiance à presque personne. » Valérie hocha la tête, se retira, ramassa ses affaires dans le vestiaire du personnel, sans passer par le bureau de la direction, exactement comme Maxime lui avait demandé. Et quand elle sortit du grand hôtel Beaumont par la porte latérale de service, la rue était froide, vide, et la ville continuait de dormir, sans savoir qu'à l'intérieur de cet immeuble venait de commencer une autre histoire. À quelques rues de là, dans un appartement modeste d'un quartier aux rues étroites, Étienne Montalembert Duval ne pouvait pas dormir. Le jeune homme, fils unique de Valérie, avait passé plus d'1 heure à tourner dans son lit, regardant le plafond. La lumière tamisée de la rue entrait par le store baissé de sa chambre et dessinait de fines rayures sur le mur. Étienne savait que sa mère était en service de nuit à l'hôtel. C'était normal. Ce qui n'était pas normal, c'était l'étrange fatigue qui lui pesait cette nuit, une sensation nouvelle dans la poitrine, quelque chose qu'il ne savait pas nommer, mais qu'il reconnaissait, le sentiment d'un jour où sa mère arriverait différente. À côté de lui, sur la table de chevet, le flacon de ses médicaments était presque vide. Étienne savait exactement combien de comprimés il restait. Il le savait parce qu'il avait appris très jeune à compter ce qui maintenait sa vie. 4 pilules, 2 pour le lendemain, 2 pour l'après-demain, puis rien. Puis cela dépendait de sa mère, et sa mère, cette nuit-là, avait son téléphone éteint depuis un moment. Ce n'était pas normal non plus. Le jeune homme se redressa dans son lit, s'assit sur le bord, regarda le flacon un long moment, puis prit son téléphone, composa le numéro de sa mère, ça sonna et sonna et sonna jusqu'à ce que finalement la voix de Valérie, plus brisée que d'habitude, répondit. « Ma vie ? Maman, tu ne répondais pas. Où es-tu ? Je rentre à la maison, mon fils. Je viens de sortir. Il est tard pour ta sortie, maman. » Il y eut une pause de l'autre côté, une pause qu'Étienne reconnut aussitôt, la pause que sa mère faisait quand elle décidait quoi raconter et quoi taire. « Maman, il s'est passé quelque chose ? Il s'est passé beaucoup de choses, ma vie. Bonnes ou mauvaises. » Un autre silence. Et puis une réponse que le jeune homme n'avait jamais entendu sortir de la bouche de sa mère avec ce calme. « Mon fils, je ne sais pas encore bien, mais cette nuit, il m'est arrivé quelque chose qui change beaucoup de choses. Je ne vais pas te mentir, mais je ne peux pas tout te raconter par téléphone. Je te le raconterai quand j'arriverai. » « Oui, maman, tu as été renvoyée ? » ?»« Non, ma vie, au contraire. Je crois qu'aujourd'hui c'est le premier jour depuis des années où quelqu'un dans cet hôtel m'a vraiment vu. » Étienne porta sa main libre à son visage. Il ne sut quoi répondre. Cette phrase avait un poids que sa mère ne lui avait jamais permis de porter auparavant. Quelqu'un m'a vraiment vu. Tant d'années d'invisibilité, tant d'années où il avait senti, sans pouvoir le dire, que le monde traitait sa mère comme si elle n'existait pas. « Maman, viens vite. J'arrive, ma vie. » Le jeune homme coupa l'appel, se leva du lit, marcha jusqu'à la cuisine, se servit un verre d'eau, et, pendant qu'il buvait, au milieu de ce silence nocturne, il entendit à la porte de l'appartement un son qui n'appartenait pas à cette heure-là. 3 coups, secs, lents, espacés, comme les coups de quelqu'un qui sait exactement à quelle porte il frappe. Étienne resta immobile. Sa mère était encore en route, et personne d'autre n'avait de raison de frapper à la porte de cet appartement à cette heure-là. Il s'approcha lentement du Judas, posa son œil, et vit de l'autre côté un jeune homme qu'il n'avait jamais vu de sa vie. Costume sombre, sac à dos sur l'épaule, la posture de celui qui cherche quelqu'un de précis. Le jeune homme de l'autre côté frappa de nouveau 3 coups, exactement comme les précédents, et dit d'une voix qui filtra par la fente de la porte « Famille Ciel Ardent, je suis du laboratoire Delattre Vasco.
Je suis venu livrer un envoi urgent. J'ai ordre de ne pas partir sans que le colis ne soit réceptionné. Étienne porta sa main à sa poitrine. Le laboratoire d'Elatre Vasco était le laboratoire qui produisait ces médicaments. Les médicaments que le médecin avait annoncés quelques heures plus tôt allaient être suspendus. Et à cette heure-là, jamais un laboratoire ne livrait quoi que ce soit en main propre. Pendant ce temps, dans une rue du centre-ville, Maxime Beaumont-Drago marchait, serrant son téléphone contre son oreille. Il parlait à voix basse mais ferme. « Camille, j'ai besoin que tu prépares tout pour demain à la première heure. Une femme nommée Valérie Ciel-Ardent Dubois arrivera à ton bureau. Ce sera notre meilleure source. Je veux que tu la traites comme si elle était une conseillère principale de la chaîne. Tu m'entends? Comme si elle était une conseillère principale, pas une employée. » De l'autre côté de la ligne, Camille Sotomayor-Brac, auditrice interne d'entreprise de la chaîne Beaumont, femme d'une rigueur chirurgicale qu'il avait engagée des mois auparavant, précisément pour des situations comme celle-ci. Elle écoutait avec la concentration froide de ceux qui comprennent qu'ils entrent dans une grande affaire. « Max, quel est le poste qu'occupe cette dame aujourd'hui ?» Il y eut un bref silence de l'autre côté. « Femme de chambre, Camille. » Camille mit 2 secondes à répondre. Quand elle le fit sans surprise. « Compris, Maxime. Je la recevrai comme une conseillère principale. Autre chose? Oui. Appelle maintenant la fondation d'entreprise pour qu'ils libèrent le fonds d'urgence médicale. » Cette même nuit, un mineur nommé Étienne Montalembert Duval a besoin de médicaments urgents. Mobilise tout. Que le laboratoire d'Elatre Vasco lui fasse parvenir l'envoi cette nuit, quelle que soit l'heure, et que le coût soit viré directement depuis le compte de l'entreprise, pas depuis le compte de l'hôtel. Sous aucun prétexte, la direction du Grand Hôtel Beaumont ne doit être avisée de ce mouvement. Tu m'as comprise, Camille? Sous aucun prétexte. Je t'ai comprise. Je le fais maintenant. Maxime raccrocha, continua de marcher. La ville autour lui parut, pour la première fois depuis des années, un endroit qu'il ne contrôlait pas entièrement, mais aussi, pour la première fois depuis des années, un endroit où quelque chose pouvait encore être sauvé. De retour à l'appartement de la famille Ciel-Ardent, Étienne ouvrit la porte avec le verrou en place, sans enlever la chaîne. Le jeune homme au costume sombre inclina la tête avec respect. Il tenait une enveloppe scellée dans une main et un petit colis réfrigéré dans l'autre. « Excusez le dérangement à cette heure, jeune homme. J'ai ordre de ne livrer cet envoi à personne d'autre que le destinataire ou un membre de la famille directe. Ce sont des médicaments à prise continue stricte. Nous avons appelé le téléphone de votre mère et elle n'a pas répondu. Nous sommes venus directement. Si vous me signez le récépissé, je dépose le colis ici même et je repars. » Étienne regarda l'enveloppe. Sur l'expéditeur était écrit en lettres claires « Fondation d'entreprise Beaumont, unité d'urgence sociale ». Le jeune homme sentit le monde s'incliner d'un degré. Beaumont, la chaîne hôtelière où sa mère travaillait, entreprise qu'il avait imaginée pendant des années comme un bâtiment froid de l'autre côté de la ville, où personne ne se souvenait que sa mère existait. Et de cette même entreprise, cette même nuit, un colis de médicaments arrivait à la porte de l'appartement, avec le nom de sa mère écrit sur le côté. Étienne signa le récépissé. La main encore tremblante, le jeune homme du laboratoire lui tendit le colis réfrigéré, fit une petite révérence professionnelle et se retira sans rien dire de plus. Le jeune homme ferma la porte, resta debout dans le couloir de l'appartement, le colis entre les mains. Il l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, parfaitement conservé, se trouvaient les médicaments dont il aurait besoin pour les prochains mois. Et à côté des médicaments, une petite carte imprimée avec une seule ligne écrite à la main, pour qu'aucun enfant ne dépende plus jamais du silence de sa mère, MB. Étienne lut la carte 3 fois, et puis, la carte serrée contre sa poitrine. Il entendit la clé de sa mère tourner dans la serrure de la porte principale. Valérie entra dans l'appartement. Ses yeux étaient fatigués. Elle avait le visage d'une nuit de 100 ans. Mais quand elle vit son fils debout au milieu du couloir, la boîte du laboratoire entre les mains et la carte sur sa paume, elle sut, sans avoir besoin de demander, que quelque chose dans ce foyer venait de changer pour toujours. Mère et fils se regardèrent en silence. Et puis Étienne, d'une voix brisée, dit seulement « Maman, qui est MB ?» Valérie sentit l'air lui quitter la poitrine. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone sonna de nouveau. La sonnerie coupa le silence de l'appartement comme un couteau. C'était un message de Camille Sotomayor-Brac. 2 lignes. « Madame Valérie, je vous attends demain à mon bureau et veuillez apporter tout document que vous auriez concernant les mouvements de la suite 814. » Cette nuit, un client de l'hôtel Beaumont a tenté d'annuler sans préavis la réservation de Madame Odette Bertrand-Chastain. L'opération a été arrêtée à temps, mais elle n'est plus en sécurité dans cet hôtel. Valérie porta sa main libre à sa bouche. Renaud Verrier-Fontaine venait de déplacer la première pièce pour se débarrasser de la preuve vivante. Et la preuve vivante était une vieille femme sans défense
qui vivait seule dans la suite 814 du Grand Hôtel Beaumont. Valérie lut le message de Camille 3 fois avant de bouger. Puis elle leva les yeux vers son fils, qui était toujours debout dans le couloir de l'appartement, le colis du laboratoire entre les mains et la carte serrée contre sa poitrine. Elle dit « Je dois retourner à l'hôtel maintenant. Maman, tu viens juste d'arriver. Je sais, Étienne. Mais il y a une personne dans cet hôtel qui est seule, une personne qui m'a soigné quand j'avais ton âge et cette nuit, ils ont essayé de la faire sortir de sa chambre sans prévenir. » Étienne ne demanda plus, baissa les yeux vers le colis, puis regarda sa mère et pour la première fois de la nuit, sur le visage du jeune homme apparut quelque chose de nouveau. Ce n'était pas de la peur, c'était la décision adulte d'un fils qui comprend, en une fraction de seconde, que sa mère ne demande plus la permission de vivre. « Vas-y, maman, je mets ça au frigo. Prends soin de Madame Odette. J'ai bien ici. » Valérie s'approcha, l'embrassa sur le front, lui caressa la nuque de sa main libre, lui murmura quelque chose qu'Étienne se rappellerait le reste de sa vie, même si aucun des deux ne le savait encore. « Ma vie, si cette nuit je n'arrive pas pour le petit déjeuner, prends cette carte que tu as en main, celle qui dit MB. Appelle le numéro au verso de la carte, et tu diras à cette personne, sans trembler, que tu es le fils de Valérie Ciel-Ardent. Cette personne prendra soin de toi. » Étienne hocha la tête en silence. Ses yeux brillaient, mais il ne laissa couler aucune larme. Il réalisa que cette nuit-là, sa mère le traitait pour la première fois comme un adulte, et il comprit que la seule façon de honorer ce traitement était de répondre avec la hauteur de l'adulte qu'elle voyait. Valérie sortit de l'appartement. Le Grand Hôtel Beaumont à cette heure-là semblait déjà un autre bâtiment. Le hall principal était à moitié éclairé. La réceptionniste de nuit, Soraya Lenoir-Picard, leva les yeux lorsqu'elle vit Valérie entrer par la porte latérale de service. À la vue du visage de la femme de chambre, Soraya comprit immédiatement que quelque chose d'important se passait dans l'immeuble. Valérie traversa le hall sans saluer, appela l'ascenseur de service, monta au 8e étage. Quand les portes s'ouvrirent, elle trouva le couloir différent. Il y avait 2 hommes du personnel de sécurité debout devant la porte de la suite 814. L'un d'eux était un garde qu'elle avait rarement vu, jeune et au regard nerveux. L'autre était un homme plus âgé, à l'allure tranquille, qu'elle n'avait jamais vu dans cet immeuble. Valérie s'approcha. Le jeune garde fit un pas en avant et lui bloqua le passage. « Femme de chambre, cette chambre est sous contrôle de sécurité. Sur instruction de la direction. On ne peut pas entrer. Et la cliente, Madame Odette, va bien? La cliente est en cours de transfert vers une autre propriété de la chaîne pour des raisons administratives. Elle est déjà avisée. » Valérie sentit le sang lui monter au visage. Transférée par qui cette nuit, à cette heure? Le jeune garde hésita, il allait répondre, mais avant qu'il ne puisse articuler un mot, l'autre homme, le plus âgé, celui à l'allure tranquille, fit un pas en avant et parla pour la première fois. « Madame Ciel-Ardent, mon nom est Didier Bazir-Comte. Je suis le nouveau chef de la sécurité de nuit de la chaîne. Je suis arrivé il y a 40 minutes sur ordre direct de Monsieur Beaumont. Cette chambre n'est plus sous le contrôle de la direction de l'hôtel, elle est sous mon contrôle, et la cliente ne va nulle part. » Le jeune garde pâlit. Didier se tourna vers lui avec un calme professionnel. « Je vous invite à regagner votre poste au hall. Votre présence n'est plus nécessaire à cet étage. Et s'il vous plaît, informez Monsieur Verrier-Fontaine, s'il vous interroge, que la suite 814 est stable et que la cliente y restera cette nuit. » Le jeune garde hocha la tête sans bien comprendre ce qui se passait. Il marcha vers l'ascenseur. Les portes se refermèrent derrière lui. Didier Bazir-Comte regarda Valérie avec respect. « Madame, Monsieur Beaumont m'a donné des instructions claires. Vous avez un accès libre à cette suite. Madame Odette est déjà au courant de ce qui s'est passé. Elle va bien, elle vous attend. » Valérie hocha la tête. Elle ajusta son tablier, s'approcha de la porte, frappa doucement avec ses doigts. « Madame Odette, c'est moi. » La voix fragile de l'autre côté répondit aussitôt. « Entre, ma fille, entre. » À l'intérieur de la suite, Madame Odette Bertrand-Chastain était assise sur le canapé du salon, une couverture sur les jambes et une tasse de thé entre les mains. Ses cheveux blancs étaient ramassés en un chignon impeccable malgré l'heure. Quand elle vit Valérie entrer, elle lui tendit sa main libre avec le calme d'une vieille aristocrate. « Viens, ma fille, assieds-toi ici avec moi. » Valérie s'assit sur le bord du canapé, lui prit la main. Les mains d'Odette étaient fines, froides, anciennes, comme un papier à lettres conservé dans un tiroir. « Madame Odette, vous ont-ils fait quelque chose? » « Non, ma fille, ils ne m'ont rien fait. Des hommes de l'hôtel sont arrivés il y a un moment. Ils m'ont dit que je devais déménager dans une autre propriété de la chaîne, que c'était pour mon bien. Je leur ai dit non. Je leur ai dit que c'est ma maison, que j'y vis depuis des années, et que s'ils voulaient me faire partir, ils devaient appeler mon avocat. Ils se sont regardés un instant. Et puis ce nouveau monsieur de la sécurité, celui du couloir, est arrivé. Il leur a demandé de partir, et ils sont partis, ma fille. Sans discuter,
comme des chiens qui reçoivent un ordre d'un nouveau maître. Valérie porta sa main libre à sa bouche. La vieille dame, lucide comme une lame de rasoir malgré son âge, avait seule résisté à la première attaque de Renaud et avait gagné suffisamment de temps pour que le réseau de Maxime la protège. « Madame Odette, je dois vous dire certaines choses. Des choses qui se sont passées dans cet hôtel depuis des mois et dont je ne vous ai pas parlé parce que j'avais peur. Ma fille, je sais déjà. » Valérie leva la tête, surprise. « Comment ça, vous savez déjà ?»« Je sais déjà, Valérie, pas tout, mais je sais pas mal de choses. Une vieille femme qui vit des années au même endroit, ma fille, voit des choses. Et même si elle ne comprend pas les chiffres des factures, elle comprend quand un gérant la regarde différemment. Je me doutais de Renaud depuis longtemps, mais comme je doutais seul, je ne pouvais rien faire. Et parce que toi aussi tu te doutais, ma fille, et je le voyais sur ton visage quand tu entrais dans cette pièce. Tout ce qui me restait, c'était d'attendre. D'attendre que la vie te donne un jour comme aujourd'hui. » Valérie sentit les larmes lui monter aux yeux. « Madame Odette, pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit ? Parce que tu avais un fils malade, ma fille. Et je ne voulais pas être la raison pour laquelle tu mettrais en péril les moyens de subsistance de ce garçon. Je suis vieille, Valérie. J'ai déjà vécu. Ton fils commence tout juste. Je préférais partir de cet hôtel sans bruit que de voir Étienne sans médicaments. » Valérie enfouit son visage dans ses mains. Elle pleura sans retenue. Elle pleura des années de silence, des années de solitude partagée sans l'avoir su, pour la femme âgée qui avait été prête à tout perdre en silence pour que son fils ne perde rien. « Madame Odette, vous souvenez-vous de ma mère ?» La vieille dame sourit. Un petit sourire ancien, qui semblait venir de très loin dans le temps. « Comment ne me souviendrais-je pas, ma fille ? Ta mère Gisèle était mon amie de cœur. Je l'ai rencontrée quand nous étions toutes les deux jeunes. Mon mari et moi ne pouvions pas avoir d'enfants. Ta mère ne t'avait pas encore, toi non plus. Quand tu es finalement arrivée, ta mère m'a dit « Odette, cette petite sera autant la tienne que la mienne. » Et je t'ai portée dans mes bras avant presque tout le monde. Quand ta mère est décédée, je lui ai fait une promesse devant son lit, ma fille. Je lui ai promis que tant que je serais vivante, tu ne serais pas seule. C'est pour cela que je t'ai aidé à entrer dans cet hôtel. Et c'est pour cela, ma fille, cette nuit, quand ces hommes ont voulu me faire partir, la seule chose à laquelle j'ai pensé fut « S'ils me font partir, Valérie perd la seule personne qui continue à prendre soin d'elle. Ils n'allaient pas me faire partir. » Valérie s'effondra complètement, s'agenouilla devant le canapé de la vieille dame, posa sa tête sur les genoux d'Odette et pleura comme elle ne s'était pas permis de pleurer depuis des décennies. Odette lui caressa les cheveux doucement de ses mains fines et anciennes, comme elle avait caressé Gisèle le jour où la promesse avait été faite. « Ma fille, ta mère Gisèle, où qu'elle soit, respire tranquillement pour la première fois depuis de nombreuses années. » À plusieurs étages de distance, dans son bureau privé du 12e étage, Renaud Verrier-Fontaine raccrocha son téléphone avec un sourire qui s'était figé à mi-chemin. Le jeune garde qu'il avait envoyé au 8e étage venait de l'informer que le transfert de Madame Odette avait été arrêté par un nouveau chef de la sécurité de nuit, nommé Didier Bazir-Comte. Renaud n'avait jamais entendu ce nom. Renaud n'avait engagé personne de ce nom, ce qui ne pouvait signifier qu'une chose. Maxime Beaumont-Drago, le propriétaire de la chaîne, l'homme que Renaud croyait endormi dans son manoir privé de l'autre côté de la ville, avait envoyé son propre chef de la sécurité au 8e étage du Grand Hôtel Beaumont cette même nuit, sans en avertir le directeur général, sans passer par aucun des canaux internes, ce qui signifiait que Maxime savait quelque chose. Renaud se servit un autre petit verre à l'armoire, mais cette fois sa main trembla en le versant. Pour la première fois depuis de nombreuses années, il ressentit quelque chose dont il ne se rappelait presque plus le nom. La peur. Il décrocha de nouveau le téléphone, composa le numéro de son neveu. « Marc Verrier-Linars. Marc, réveille-toi, on a un problème. Mon oncle, il est presque 3 heures du matin. Réveille-toi. Je t'ai dit qu'on a un problème. » Beaumont a envoyé ses propres gens à l'hôtel cette nuit. Il a mis un chef de la sécurité au 8e étage qui ne répond pas à moi. Ils ont arrêté le transfert de la vieille dame. Quelque chose bouge, Marc, et cela ne bouge pas en notre faveur. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Quand Marc répondit, sa voix était plus éveillée qu'elle ne l'avait été de toute la nuit. « Mon oncle, je sais qui a pu l'avertir. » « Qui ? La femme de chambre du 8e étage. Cette femme plus âgée, celle aux yeux étranges, ciel ardent. Elle me dérange depuis un moment. » Renaud se tut. Il serra le verre entre ses doigts. « Marc, j'ai besoin que cette femme n'arrive pas au bureau de Camille Sotomayor demain matin. Tu comprends ce que je te dis ? » « Je comprends, mon oncle. Comment veux-tu que je l'arrête ? Je me fiche de la manière, mais arrête cette femme avant qu'elle n'arrive là-bas. Si Camille entend ce que cette femme de chambre a à dire, demain à 7 heures, toi et moi, nous signerons des déclarations au commissariat. » Marc raccrocha. Renaud resta immobile, regardant le verre de liqueur. Dehors, depuis la fenêtre du 12e étage, la ville continuait de dormir. Mais à l'intérieur de ce bureau, en silence,
Un homme qui pendant des années s'était cru intouchable, venait d'ordonner la seule chose qu'il n'aurait jamais dû oser ordonner. Et une femme qui était à cette heure-là enlacée à une vieille dame dans la suite 814, n'avait aucune idée que, pendant qu'elle consolait la vieille dame, quelqu'un venait de décider qu'elle n'arriverait pas au bureau de l'auditrice le lendemain matin. Les premières lueurs de l'aube commençaient à colorer la ville lorsque Valérie sortit finalement de la suite 814 du Grand Hôtel Beaumont. Madame Odette s'était endormie sur le canapé, la couverture sur les jambes et la tasse de thé vide à ses côtés. Didier Bazir-Comte, le nouveau chef de la sécurité de nuit, restait ferme dans le couloir, dans la posture de quelqu'un qui ne comptait pas bouger de là avant l'arrivée de son remplaçant de confiance. Avant de descendre au hall, Valérie sortit son téléphone de la poche de son tablier. Le message de Camille Sotomayor-Brac était toujours là, clignotant sur l'écran. Elle lui répondit par une seule ligne. « J'arrive à votre bureau tout de suite, madame. J'ai ce que vous m'avez demandé et bien plus encore. » Camille répondit en moins d'1 minute. « Je vous attends. L'adresse vous parviendra sur votre téléphone dans 30 secondes. Et s'il vous plaît, madame Valérie, ne prenez pas de taxi devant l'hôtel. Marchez 2 pâtés de maison vers le nord et prenez-en un à partir de là. C'est important. » Valérie lut le message 2 fois. Ce « c'est important » n'avait pas besoin d'explication. L'auditrice savait aussi que quelque chose bougeait dans l'ombre. Elle descendit par l'ascenseur de service. Elle traversa le hall principal en silence. Soraya Lenoir-Picard, la réceptionniste de nuit, leva à peine les yeux lorsqu'elle vit la femme de chambre passer. Pendant une fraction de seconde, les regards des 2 femmes se croisèrent dans le hall vide et, dans cette fraction de seconde, Soraya fit quelque chose que Valérie n'avait pas attendu. Elle lui fit un minimum hochement de tête, un petit geste, presque imperceptible, le geste de celle qui se tait depuis des mois et qui, soudain, ose laisser entendre, sans mots, qu'elle a compris tout ce qui se passait. Valérie lui rendit le geste et continua de marcher vers la porte latérale de service. Quand elle sortit dans la rue, l'air de l'aube la frappa au visage d'un froid pur. Elle se rappela l'indication de Camille. Elle marcha 2 pâtés de maison vers le nord. Les rues du centre à cette heure-là étaient encore presque vides, avec les premiers vendeurs ambulants commençant à ouvrir leurs étals sur les trottoirs et une lointaine odeur de café, fraîchement moulu, s'échappant d'un kiosque ouvert 24 heures sur 24. À un demi-pâté de maison du carrefour où elle comptait arrêter un taxi, Valérie remarqua quelque chose. Une voiture sombre garée contre le trottoir d'en face, le moteur allumé et les vitres teintées. Il n'y avait rien de particulier à une voiture arrêtée à cette heure dans cette zone, mais il y avait quelque chose dans ce véhicule qui la mit en alerte sans qu'elle-même ne sache pourquoi. Le moteur tournant au ralenti, la position exacte de la voiture en face de la sortie latérale de l'hôtel et le conducteur, qu'elle ne pouvait pas entièrement voir à travers la vitre teintée, mais dont la silhouette se penchait en avant chaque fois qu'elle faisait un pas. Valérie sentit son cœur s'accélérer. Elle se rappela les mots de Camille. « C'est important ». Elle se rappela les mots de Maxime la nuit précédente. Sous aucun prétexte, la direction du Grand Hôtel Beaumont ne doit être avisée. Elle se rappela le visage de Renaud Verrier-Fontaine, qu'elle avait vu tant de fois dans le couloir du 12e étage, ce sourire facile qui lui avait tant de fois semblé excessif, et elle comprit en une fraction de seconde que la personne dans la voiture d'en face n'était pas un hasard. À quelques rues de là, Marc Verrier-Linars raccrochait son téléphone dans la voiture qu'il avait lui-même garée devant la sortie latérale de l'hôtel, près d'1 heure auparavant. Il avait reçu l'ordre de son oncle au milieu de la nuit et était arrivé en un temps record. L'instruction avait été claire. Arrêter Valérie avant qu'elle n'arrive au bureau de l'auditrice, comment il l'arrêterait, c'était son affaire. Marc avait 26 ans, une ambition qu'il confondait avec de l'intelligence et la croyance très fréquente chez les complices juniors que le difficile arrivait toujours à quelqu'un d'autre. Il vit Valérie sortir de l'hôtel, la vit marcher vers le nord, démarra le moteur de la voiture, attendit qu'elle avance de 2 pâtés de maison, puis lâcha le frein et commença à se déplacer lentement, en se maintenant toujours à un demi-pâté de maison de distance. Il ne lui ferait rien physiquement. Marc n'était pas ce genre de complice. Son plan était plutôt de l'intercepter dans une rue latérale, de se présenter comme un représentant de l'hôtel avec une enveloppe fermée à la main, de lui offrir une compensation généreuse pour service rendu, en échange d'une démission signée sur le champ, et de la conduire à l'hôtel pour qu'elle signe les papiers devant le notaire ami de son oncle. Le plan était simple, propre, sans scandale, et, dans l'esprit de Marc, totalement possible. Ce que Marc ne savait pas, c'est qu'à 3 voitures de distance derrière sa propre voiture, un autre véhicule le suivait depuis un moment, une berline noire, sobre, sans signe distinctif. Et à l'intérieur de cette berline, sur le siège passager, voyageait un homme plus âgé, d'une présence tranquille, qui portait une veste de concierge, mais qui n'était plus en service. Monsieur Aurélien Pissarro-Dubois n'était pas rentré chez lui après son quart. Il avait reçu sur son téléphone, 20 minutes auparavant,
un bref message de Maxime Beaumont qui disait « Monsieur Aurélien, si Madame Ciel-Ardent sort de l'hôtel seule, suivez-la. Didier Bazir est occupé au 8e étage. Ne la laissez pas sans protection. J'envoie une voiture vous chercher dans 5 minutes. » Monsieur Aurélien avait rangé son téléphone sans répondre. Il avait attendu à la porte de l'hôtel jusqu'à ce que Didier lui fasse un geste du hall indiquant que Valérie descendait. Il était sorti par la porte du personnel. La berline l'avait récupéré au coin de la rue et depuis, le chauffeur, un professionnel de la sécurité de la chaîne Beaumont, maintenait la distance exacte qui leur permettait de voir la voiture suspecte devant sans être vue. « Monsieur Aurélien, » dit le chauffeur à voix basse. « Celui de devant s'approche de la dame. J'avance ? Pas encore. Qu'il montre d'abord sa main. » La berline continua à distance. Marc accéléra un peu. Valérie, à un demi-pâté de maison plus loin, avait cessé de marcher. Elle était arrêtée devant un kiosque ouvert 24 heures sur 24, feignant de regarder les magazines en vitrine. Mais en réalité, elle tenait son téléphone à la main, composant un numéro que M. Aurélien ne pouvait pas voir. Le téléphone de M. Aurélien vibra. C'était elle. « Monsieur Aurélien, il y a une voiture qui me suit. »« Je sais, ma fille. Je suis derrière. Restez tranquille. Continuez à marcher comme si vous ne l'aviez pas vu. Au prochain carrefour, tournez à droite. Ne regardez pas derrière. Je m'en occupe. Monsieur Aurélien, vous êtes en pleine rue. Cela fait 20 ans que Monsieur Beaumont n'a pas demandé une faveur à ce vieil homme. Ma fille. Je n'allais pas lui faire défaut à la première occasion. » Valérie sentit les larmes lui monter aux yeux, mais ne les laissa pas couler. Elle raccrocha, rangea son téléphone dans sa poche, marcha vers le coin de la rue, tourna à droite comme M. Aurélien lui avait indiqué, et puis quelque chose bougea rapidement derrière elle. Marc Verrier-Linars vit la femme de chambre tourner au coin de la rue. Il accéléra. Quand il tourna, lui aussi, une fraction de seconde plus tard, il trouva la rue différente de ce qu'il avait imaginé. Valérie continuait de marcher, oui. Mais de l'autre côté de la rue, garée contre le trottoir, il y avait une berline noire avec la portière passager ouverte, et descendant de la berline, avec un calme déconcertant, un homme plus âgé que Marc reconnut aussitôt. Le concierge du hall. Le vieux du grand hôtel Beaumont. L'homme que Marc avait ignoré pendant des mois chaque fois qu'il entrait dans l'immeuble pour rencontrer son oncle. Monsieur Aurélien traversa la rue d'un pas ferme, leva la main, non pour menacer, mais pour indiquer. Et quand Marc arrêta la voiture à contre-cœur, Monsieur Aurélien s'approcha de la vitre du conducteur avec une sérénité que le jeune homme ne lui avait jamais vue. Il frappa 2 fois à la vitre. Marc la baissa. Jeune verrier. Marc déglutit. Le concierge le connaissait par son nom. « Que voulez-vous, vieux ? Je veux que vous éteigniez le moteur, que vous descendiez de la voiture et que vous vous asseyiez avec nous dans la berline derrière. Nous devons discuter. » Je n'ai rien à dire à un concierge. Monsieur Aurélien sourit à peine. Un sourire petit, patient, ancien. « Ce n'est pas avec moi que vous devez parler, jeune homme. C'est avec Madame Sotomayor-Brac, qui vous attend à son bureau depuis 1 heure. Votre oncle vous a envoyé l'arrêter. Elle vous attend, vous. Décidez comment vous préférez arriver à ce bureau, jeune homme. Par vos propres moyens, en conversant avec nous, ou accompagné par des gens qui ne vous poseront pas 2 fois la question. » Derrière la berline noire au coin de la rue, un autre véhicule était apparu sans que Marc ne le remarque avant. Une autre voiture sombre, un autre chauffeur, un autre homme de l'équipe de sécurité personnelle de Maxime. Les réseaux que le propriétaire de la chaîne avait tissés en quelques heures étaient plus denses que Marc n'avait jamais imaginé. Le jeune homme regarda M. Aurélien en silence et pour la première fois de cette longue nuit, sur son visage, apparut l'expression exacte que tant de complices juniors ont quand ils comprennent trop tard que le camp où ils se trouvaient n'était pas le camp qui gagnait. Il descendit de la voiture. Monsieur Aurélien l'escorta jusqu'à la berline. La porte se referma derrière lui. Valérie, d'un demi-pâté de maison plus loin, vit la manœuvre complète par-dessus son épaule. Elle ne s'arrêta pas. Elle continua à marcher vers le carrefour, où elle arrêterait finalement un taxi pour se rendre au bureau de Camille. Mais avant d'appeler le taxi, son téléphone vibra de nouveau. C'était Maxime. « Madame Valérie, ça va ? » « Ça va, monsieur. Monsieur Aurélien vient de récupérer Marc Verrier dans la rue. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Quand Maxime répondit, sa voix était différente. Ce n'était pas de la satisfaction, c'était quelque chose qui ressemblait beaucoup à la douleur d'un homme qui finissait d'accepter l'ampleur exacte de la trahison qu'il avait vécue sous son propre toit. « Madame, j'ai besoin que vous alliez au bureau de Camille. J'ai besoin que vous racontiez tout et j'ai besoin que vous restiez là, bas jusqu'à nouvel ordre. Aujourd'hui à 11 h du matin, je vais convoquer le conseil d'administration de la chaîne Beaumont à une réunion d'urgence dans cet immeuble même. Je veux que vous soyez présente lorsque nous convoquerons Renaud Verrier-Fontaine à cette réunion. Je veux qu'il vous voie entrer dans la salle. Je veux qu'il sache, par votre visage, que le silence qu'il a acheté pendant des années vient de se terminer.
Valérie ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix sortit ferme. « J'y serai, monsieur. » Elle coupa l'appel, appela un taxi, monta. Le taxi démarra vers le quartier où Camille Sotomayor l'attendait. Mais pendant que le taxi avançait dans les rues qui commençaient à s'éveiller, le téléphone de Valérie vibra une fois de plus. Ce n'était pas Maxime, ce n'était pas Camille, c'était Étienne. Valérie répondit. « Maman, il y a quelqu'un à la porte de l'appartement. Ils sonnent à l'interphone. Ils ne veulent pas dire leur nom. Ils disent qu'ils viennent de la part de l'hôtel. » Valérie sentit l'air lui quitter la poitrine. Renaud Verrier-Fontaine venait de déplacer la deuxième pièce, et cette fois, la pièce était son fils. Valérie serra son téléphone contre son oreille de la main qui ne tremblait plus. Le taxi avançait sur les avenues qui commençaient à s'éveiller, et la ville prenait la couleur bleu pâle des premières heures. La voix d'Étienne à l'autre bout du fil sonnait sereine. Trop sereine pour un jeune homme de son âge, affrontant cela seul. « Maman, tu veux que j'ouvre ? » ?»« Non, ma vie, n'ouvre pas. Passe-moi à l'interphone de l'immeuble. Dis que c'est toi qui parles avec moi, et passe-moi le combiné. »« Maman, le concierge n'est pas là. Il n'a pas répondu en bas depuis un moment. Celui qui a sonné a parlé par l'interphone directement chez nous. » Valérie sentit sa poitrine se serrer. Le concierge de l'immeuble, Monsieur Léo, était à ce poste depuis des années. Qu'il ne soit pas là à l'aube, à son poste du hall, c'était étrange, trop étrange. « Mon fils, écoute-moi calmement. Tu n'ouvres la porte à personne, tu comprends ? À personne. Et tu vas faire autre chose. Tu vas sortir la carte que je t'ai laissée hier soir, celle qui dit MB. Tu vas appeler le numéro qui est au dos. Tu vas dire que tu es le fils de Valérie Ciel-Ardent, et tu vas raconter ce qui se passe en ce moment. D'accord. Je le fais tout de suite, maman. Reste tranquille. Et Étienne. Oui, maman. N'aie pas peur, mon fils. Cette fois, tu n'es pas seul. Valérie raccrocha. Elle composa immédiatement un autre numéro. Maxime répondit au premier ton. Monsieur Beaumont, à la porte de l'immeuble où vit mon fils, il y a quelqu'un qui dit venir de l'hôtel. Le concierge de l'immeuble n'est pas à son poste, et mon fils est seul en haut. Il y eut une très courte pause de l'autre côté de la ligne. Quand Maxime répondit, sa voix sortit sur un autre ton. Non pas le ton de l'homme d'affaires, le ton de l'homme qui comprend en une fraction de seconde que la guerre vient de se déplacer de son immeuble à celui d'une autre personne. Madame Valérie, donnez-moi l'adresse exacte de votre immeuble. Didier Bazir-Comte est déjà en route. Il arrivera avant quiconque. Faites-moi confiance. Valérie lui dicta l'adresse d'une voix posée. Elle raccrocha. Le taxi continuait d'avancer vers le bureau de Camille, mais Valérie, pendant les minutes suivantes, fut la seule personne du véhicule qui semblait ne pas être à l'intérieur du véhicule. Son corps était sur le siège arrière. Sa tête était divisée entre deux endroits de la ville, l'appartement où son fils décidait s'il ouvrait la porte ou non, et le bureau où une auditrice l'attendait pour entendre la vérité qui allait faire tomber un homme puissant. À quelques kilomètres de là, à la porte de l'immeuble de la famille Ciel-Ardent, un individu en costume gris insistait sur l'interphone tout en consultant son téléphone. Il portait une enveloppe blanche sous le bras et l'expression professionnelle de celui qui remplit une mission qui ne l'intéresse pas trop, mais qui paie bien. Il ne savait pas que la personne qui l'avait engagé était la nièce de Renaud Verrier-Fontaine. D'un côté de l'arbre généalogique, le neveu Marc, dans sa tentative de couvrir la dernière pièce, avait envoyé un coursier externe, avec une enveloppe qui offrait à la famille Ciel-Ardent une assistance sociale immédiate en échange de la signature d'une petite lettre de démission volontaire de l'hôtel par la mère, au moment même de la réception de l'enveloppe. C'était maladroit, c'était désespéré. C'était le dernier atout d'un homme qui était déjà en train de perdre. L'individu en costume gris n'eut pas le temps de sonner une troisième fois. Derrière lui, deux voitures sombres s'arrêtèrent sur le trottoir. De l'une, descendit Didier Bazir-Comte, avec la posture tranquille de l'homme qui avait déjà passé 12 heures à résoudre des urgences. De l'autre, descendit un jeune homme qui portait le badge visible de l'équipe de sécurité de l'entreprise Beaumont. Didier s'approcha de l'individu en costume gris. Il lui demanda, sans élever la voix, de s'identifier. L'individu, en voyant les badges, tenta de reculer. Didier l'arrêta d'un geste de la main. « L'enveloppe que vous transportez, monsieur, contient des informations relatives à un mineur. Cela, dans ce pays, requiert une documentation spéciale. Je vais vous demander de m'accompagner au commissariat du quartier. La plainte est déjà en cours d'enregistrement en ce moment. Si votre intention était de livrer un document innocent, vous n'aurez aucun problème. Si c'était autre chose, vous n'aurez pas beaucoup de marge pour inventer quoi que ce soit en chemin. » L'individu en costume gris ne répondit pas. Il se laissa conduire vers l'une des voitures sombres. Pendant ce temps, le second homme de l'équipe s'approcha de l'interphone de l'immeuble. Il composa le numéro de l'appartement des Ciel-Ardent. La voix d'Étienne répondit aussitôt. « Oui, jeune Montalembert, je fais partie de l'équipe de monsieur Beaumont. Votre mère nous a prévenus. Nous avons déjà intercepté le monsieur qui sonnait. Tout est sous contrôle. Je vais monter vérifier que tout est en ordre à l'intérieur de l'appartement si vous m'autorisez. » Étienne respira pour la première fois en ce qui lui sembla une heure. « Montez, monsieur. »
Quand le taxi de Valérie s'arrêta devant le bureau de Camille Sotomayor-Brac, le téléphone de la femme de chambre vibra. C'était un bref message de Maxime. « Votre fils va bien. L'individu a été intercepté avant de monter. Didier vous fera parvenir des photos de l'opération dès qu'il sera libre. Concentrez-vous sur la réunion, Madame Valérie. La partie difficile d'aujourd'hui n'a pas encore commencé. » Valérie lut le message, ferma les yeux une seconde, paya le chauffeur de taxi, descendit. L'immeuble où se trouvait l'audit interne de la chaîne Beaumont était un bâtiment de bureaux sobres, de marbre gris et de vitres sombres, dans une zone centrale que Valérie avait souvent vue depuis le bus, mais où elle n'était jamais entrée. Elle monta par l'ascenseur jusqu'à l'étage où on l'attendait. Les portes s'ouvrirent sur un couloir propre, silencieux, avec des plantes vivantes dans de grands pots. Camille Sotomayor-Brac vint la recevoir en personne. Femme jeune, au pas ferme, en tailleur sobre. Quand elle vit Valérie, elle fit quelque chose que la femme de chambre n'avait pas attendu. Elle la salua avec la même révérence professionnelle qu'elle aurait réservée à une directrice principale. « Madame Ciel-Ardent, entrez, s'il vous plaît. Nous vous attendions depuis longtemps. » Valérie resta immobile dans le couloir un instant. « Madame, excusez-moi, mais je sais très bien qui je suis. Il n'est pas nécessaire que vous me traitiez ainsi. » Camille la regarda dans les yeux et répondit avec un calme qui avait quelque chose d'incisif. « Madame, Maxime m'a ordonné de vous traiter comme une conseillère principale de la chaîne, mais je vais vous avouer quelque chose. Quand il m'a donné cet ordre hier soir, j'ai eu un instant à peine. Mais je l'ai eu où j'ai pensé. Quelle exagération. Une femme de chambre. Je suis descendu au café de l'immeuble en vous attendant. J'ai passé 20 minutes à penser à cet instant, et je suis remontée honteuse de moi-même, madame, car j'ai compris que la première personne qui avait jugé par l'uniforme avant d'écouter était moi. Je suis désolé, et je vous demande de me permettre de vous écouter maintenant avec l'attention que vous méritez. » Valérie ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, elle sourit à peine. Un petit sourire, fatigué, beau. « Je vous remercie de votre honnêteté, madame. Entrons. » Les deux femmes entrèrent dans le bureau. Sur la table de réunion, un dossier était déjà ouvert. À l'intérieur, Valérie reconnut des copies des mouvements de compte de madame Odette, des listes de frais fantômes et, ce qui la surprit le plus, des photocopies de documents anciens avec une écriture de machine à écrire qui ne pouvait être autre chose que les archives personnelles de M. Aurélien Pissarro-Dubois. Livré ce même matin, Camille lui tendit une tasse de café, s'assit en face d'elle, alluma un petit enregistreur. « Madame Ciel-Ardent, commençons par le début. Racontez-moi ce que vous avez vu ces derniers mois sans rien omettre. » Valérie respira profondément et commença à parler. À de nombreux kilomètres de là, dans sa maison privée, Renaud Verrier-Fontaine terminait de se raser devant le miroir de la salle de bain. Il n'avait pas dormi. Il avait passé toute la nuit à essayer de contacter Marc et le téléphone du neveu était toujours occupé. Il avait essayé de contacter l'individu en costume gris et il ne répondait pas non plus. Il avait essayé de contacter le jeune garde qu'il avait envoyé au 8e étage la nuit précédente. Et celui-là non plus. Pour la première fois depuis de nombreuses années, aucune de ces pièces ne répondait. Alors son téléphone sonna. Sur l'écran apparut le nom qu'il attendait le moins à cette heure, Maxime Beaumont-Drago. Il répondit d'une main ferme. Vieille habileté des hommes habitués à feindre. « Maxime, mon cher, il s'est passé quelque chose ?» La voix de Maxime sortit cordiale, trop cordiale. « Renaud, j'ai besoin que tu viennes aujourd'hui à 11 heures précises à l'hôtel. J'ai convoqué une réunion extraordinaire du conseil. Rien de grave. Sujet opérationnel. Tu me confirmes que tu es là ? Bien sûr, Maxime. J'y serai. Une chose de plus. Renaud, viens habillé formellement. Il y aura des gens extérieurs à la chaîne. Oui, je viens formellement. Maxime. Tranquille, je t'attends, mon frère. Maxime raccrocha. Renaud continua de regarder le miroir un long moment. Mon frère. Le mot lui avait semblé un adieu, mais Maxime avait toujours été un homme direct. S'il avait suspecté quelque chose de grave, il ne l'aurait pas appelé, il l'aurait fait chercher. Renaud termina de se raser, enfila un de ses meilleurs costumes, but un café à la hâte, et partit en direction du Grand Hôtel Beaumont, avec le même sourire facile qui lui avait ouvert des portes toute sa vie. À 11 heures précises, la salle du conseil d'administration de l'hôtel était déjà pleine. Les membres du conseil, des hommes d'affaires âgés, des conseillers juridiques historiques de la chaîne, 2 directeurs régionaux qui avaient volé d'urgence en avion privé, occupaient les places autour de la grande table en chêne. Camille Sotomayor-Brac était à l'extrémité de la table, son ordinateur ouvert. M. Aurélien Pissarro-Dubois était assis contre le mur latéral, serein avec une épaisse enveloppe sur les genoux. Didier Bazir-Comte était debout près de la porte, les bras croisés. Maxime Beaumont-Drago présidait la table et au fond de la salle, dans une petite antichambre aux vitres teintées du côté opposé à l'entrée, un espace conçu à l'origine pour que les assistants de protocole
suivre les réunions sans y participer. Valérie Ciel Ardent Dubois était assise en silence. Depuis cette vitre, elle pouvait voir toute la salle, mais ceux qui étaient dans la salle ne pouvaient pas la voir. À 11h02, la porte de la salle s'ouvrit. Renaud Verrier-Fontaine entra avec son sourire facile, sa veste impeccable, son salut ouvert aux membres du conseil. Il salua Maxime d'une poignée de main ferme. Il s'assit à la place qui lui revenait à la droite du propriétaire de la chaîne. « Maxime, me voici. Racontez-moi l'urgence. » Maxime le regarda pendant une longue seconde, puis ouvrit un dossier devant lui, le tourna vers Renaud. « Renaud, avant de commencer, regarde ceci. » Renaud baissa les yeux. Il vit un premier document, un mouvement bancaire, son nom, sa signature, le compte parallèle. Il leva les yeux, le sourire lui figea à mi-chemin. « Maxime, ceci peut s'expliquer. » « Je t'écoute, Renaud. C'est un mouvement de trésorerie interne, un prêt intersociété. Je devais t'en parler la semaine dernière, mais... » « Renaud, tu veux aussi expliquer celui-ci » Maxime tourna un deuxième document, et un troisième, et un quatrième, et un cinquième, chacun plus compromettant que le précédent. Renaud, assis à la droite du propriétaire de la chaîne, vit comment chaque mouvement frauduleux qu'il avait construit pendant des années apparaissait sur la table en chaîne, comme des cartes qu'un joueur bien meilleur venait de poser tout ensemble. Quand Maxime tourna le septième document, la liste complète des prélèvements fantômes sur le compte de Madame Odette Bertrand-Chastain au cours des derniers mois, signée autorisant le prélèvement par RVF, Renaud Verrier-Fontaine baissa les yeux et pour la première fois de sa vie d'adulte, ne trouva aucun sourire, prêt à offrir. Maxime ferma le dossier, posa ses mains sur la table. « Renaud, il y a une personne dans cet immeuble qui cette nuit t'a mise à genoux sans te toucher un doigt. Une seule personne, Renaud, la personne que toi et ton neveu avez envoyé arrêter avant qu'elle n'arrive à cette réunion. La personne dont le fils malade a été utilisé comme pièce de pression ce matin même. » Renaud leva la tête. « Maxime, quelle personne ?» Maxime leva la main, fit un geste vers l'antichambre du fond. La porte vitrée teintée s'ouvrit et Valérie Ciel Ardent Dubois entra dans la salle du conseil d'administration. Renaud Verrier-Fontaine resta figé sur sa chaise. Il la vit s'approcher lentement, le dos droit, le tablier de l'hôtel toujours sur son uniforme, les yeux sereins de la femme qui pendant des années avait été invisible dans ses couloirs, et il comprit à cette seconde que la personne qu'il avait décidé de traiter comme un meuble était la seule personne dans cet immeuble qui n'avait jamais oublié d'être humaine. Maxime s'éleva. « Renaud, avant que les avocats et les membres du conseil ne parlent, cette dame va parler, car la première personne qui a le droit de te dire ce que tu as fait, ce n'est pas moi, c'est elle. » Et Valérie Ciel Ardent Dubois, debout au bord de la table en chaîne, face à l'homme qui avait tenté de la faire disparaître ce matin même, ouvrit la bouche pour parler. Valérie Ciel Ardent Dubois resta debout au bord de la table en chaîne. La salle du conseil d'administration du Grand Hôtel Beaumont la regardait en silence. Les membres du conseil, les conseillers juridiques, les directeurs régionaux, des gens qui, dans une autre vie, n'auraient jamais écouté une femme de chambre à une telle table, attendaient avec l'attention immobile que l'on prête à quelqu'un qui est sur le point de changer l'atmosphère d'une pièce. Renaud Verrier-Fontaine était toujours assis à la droite de Maxime. Le sourire facile avait disparu. Il avait sur le visage l'expression d'un homme qui se voit pour la première fois de l'extérieur. Valérie respira profondément. Elle pensa à sa mère Gisèle, qui l'avait rêvée universitaire. Elle pensa à Étienne, qui ce matin même avait ouvert la porte de sa maison à des inconnus sans trembler. Elle pensa à Madame Odette, qui avait résisté seule à deux hommes de l'hôtel, exigeant qu'ils appellent son avocat. Elle pensa à Monsieur Aurélien, qui avait gardé pendant 15 ans une enveloppe en attendant quelqu'un prêt à la lire. Elle pensa à elle-même, glissant le long du mur du couloir du 8e étage avec le téléphone du médecin contre l'oreille, et elle commença à parler. « Monsieur Verrier-Fontaine, j'ai nettoyé votre bureau pendant des années. J'ai nettoyé les verres sur la table latérale. J'ai nettoyé la poussière qui s'accumulait sur les cadres des tableaux. J'ai nettoyé les papiers que vous laissiez tomber au sol sans vous baisser pour les ramasser. Je l'ai toujours fait avec respect, parce que ma mère m'a appris que le travail est le travail. Mais il y a eu des choses que j'ai aussi vues, monsieur. J'ai vu de petits comptes passer sous le bureau que vous signiez sans regarder la personne qui les recevait. J'ai vu une vieille femme nommée Odette, qui vit seule dans cet immeuble depuis avant que j'y entre, recevoir des frais qu'elle n'aurait jamais pu demander. J'ai vu votre neveu, le jeune Verrier Linars, sortir à des heures indues par la porte de service avec un dossier fermé à la main. J'ai vu beaucoup de choses, monsieur. Et pendant des années, je ne les ai pas dites parce que mon fils dépend d'un médicament et parce que vous, sans le savoir, étiez le propriétaire de mon silence. La salle était dans un silence absolu. Renaud baissa les yeux. Hier soir, il s'est passé quelque chose qui m'a retiré ce silence. Hier soir, un homme que je ne connaissais pas s'est arrêté dans le couloir de mon étage et m'a posé une question que personne ne m'avait posée auparavant. Et ce matin,
Ce même homme a pris soin de mon fils quand vous, monsieur, avez envoyé un coursier à la porte de mon immeuble pour acheter ma famille avec une enveloppe. Je ne veux pas parler de moi maintenant, monsieur. Je veux parler de Madame Odette. Parce que Madame Odette est la personne qui est restée seule hier soir dans une chambre face à 2 hommes qui ont voulu la faire sortir de chez elle. Et c'est la personne que vous avez volée pendant des mois, sachant qu'elle ne pouvait pas se défendre. Et à cette personne, monsieur, je ne demande rien pour moi. Je vous demande de lui rendre tout ce que vous lui avez pris jusqu'au dernier centime. Et je vous demande aussi de lui présenter vos excuses en personne, en la regardant dans les yeux, avant que cette salle ne décide ce qu'elle va faire de vous. Renaud Verrier-Fontaine ne répondit pas. Ses mains tremblaient sur la table. Camille Sotomayor-Brac ouvrit son ordinateur. Elle commença à lire à voix haute la liste complète des frais fantômes, autorisation par autorisation, date par date. Le chiffre final, lorsqu'il fut atteint, fut suffisamment important pour que 2 directeurs régionaux se portent la main au front. Maxime Beaumont-Drago se leva, marcha jusqu'à la porte latérale de la salle, l'ouvrit, et Madame Odette Bertrand-Chastain entra. La vieille dame marcha lentement, appuyée sur une fine canne qu'elle n'utilisait presque jamais en public, mais qu'elle avait décidé d'utiliser ce jour-là pour que toute la salle la voie marcher, comme elle marchait. Fragile de corps, intacte d'âme. Didier Bazir-Comte l'avait accompagnée en silence depuis l'ascenseur. Madame Odette avança jusqu'au devant de la table en chêne. Elle regarda Renaud. « Monsieur Verrier, mon mari m'a laissé cet endroit comme mon dernier foyer. J'ai fait confiance à cet hôtel, et cet hôtel vous a fait confiance. Je ne sais pas si je vivrai encore de nombreuses années, mais celles qu'il me reste, je ne veux pas les passer à garder rancune pour vous. Je vais vous dire la seule chose que j'ai à vous dire et après je ne vous parlerai plus jamais. Mon mari aurait dit qu'un homme qui vole une vieille femme seule est un homme que personne ne pourra plus jamais aider. J'ajoute une seule chose de ma part. Je vous pardonne, non pas parce que vous le méritez, monsieur, mais parce que je ne veux pas porter le poids de ne pas vous avoir pardonné. » Renaud Verrier-Fontaine baissa la tête. Pour la première fois dans cette salle, ses épaules tressaillirent. Il ne se permit pas de pleurer explicitement, mais quelque chose se brisa en lui qu'il n'avait même pas su être entier jusqu'alors. Madame Odette se retourna, marcha lentement vers Valérie, lui prit la main et devant toute la salle, lui dit à voix haute ce qu'elle avait eu toutes ces années. « Ma fille, ta mère Gisèle, où qu'elle soit aujourd'hui, est fière et moi aussi. » Valérie porta sa main libre à sa bouche. Les larmes lui tombèrent sans qu'elle tente cette fois de les cacher. Camille Sotomayor-Brac mena ensuite les procédures. Renaud Verrier-Fontaine fut relevé de ses fonctions lors de cette même session. Il accepta, assisté de son avocat, un processus de collaboration qui incluait la restitution intégrale des montants documentés, la cession de biens couvrant ce qui était documenté et la soumission aux conséquences civiles correspondantes. Marc Verrier-Linars, le neveu, avait déjà signé dans le bureau de Camille ce matin-là, avant le conseil, une déclaration dans laquelle il livrait les détails de l'opération en échange d'une procédure réduite. Monsieur Aurélien Pissarro-Dubois était assis contre le mur latéral avec l'enveloppe vide sur les genoux. Pour la première fois en 15 ans, ses archives cessaient d'être un poids silencieux et devenaient une justice signée. L'individu en costume gris, intercepté à la porte de l'immeuble de la famille Ciel Ardent, avait été remis au commissariat correspondant. Le concierge, monsieur Léo, fut retrouvé enfermé dans la chambre de service de l'immeuble où il avait été introduit pour le distraire pendant la manœuvre. Il avait une petite bosse au front et beaucoup plus de peur que de dommages physiques. Maxime prit personnellement en charge les frais médicaux du concierge et sa famille. Avant la fin de la session, Maxime Beaumont-Drago prit la parole une dernière fois. « Messieurs du Conseil, rien de ce qui s'est passé ce dernier jour n'aurait été possible sans 3 personnes que cette chaîne doit nommer à voix haute. Monsieur Aurélien Pissarro-Dubois, qui a gardé pendant 15 ans les archives que cette salle vient de lire. Madame Odette Bertrand-Chastain, qui a attendu seule face à cette entreprise parce qu'elle croyait en une femme qui portait dans ses bras la fille d'autrui. Et Madame Valérie Ciel-Ardent-Dubois, qui cette nuit a ouvert une porte que moi, propriétaire de cette chaîne, j'avais gardée fermée par peur pendant des années. À tous les 3, nous devons quelque chose qu'aucun salaire ne paie. Ce que nous pouvons faire, c'est ne pas faire semblant que cela ne s'est pas passé. » Maxime respira et continua. « À partir d'aujourd'hui, dans chaque hôtel de la chaîne Beaumont, il existera une nouvelle fonction, le défenseur du client vulnérable. Sa mission sera de protéger les clients âgés, les clients seuls, les clients en situation fragile, contre toute irrégularité commise par le propre personnel de l'hôtel. Ce défenseur aura une autorité directe sur la direction de chaque propriété et rendra compte à la présidence de la chaîne sans passer par aucune direction intermédiaire. La première défenseur du client vulnérable de la chaîne Beaumont sera Madame Valérie Ciel-Ardent-Dubois. Valérie leva la tête, surprise. « Si elle accepte, » ajouta Maxime, « avec un salaire digne, une équipe à sa charge,
et la couverture permanente du traitement médical de son fils à travers la fondation d'entreprise, sans condition jusqu'au dernier jour de besoin médical de cet enfant. La salle resta silencieuse, puis quelqu'un applaudit, puis un autre, puis toute la salle. Ce n'était pas un applaudissement protocolaire, c'était autre chose. Valérie regarda Madame Odette, regarda Monsieur Aurélien, regarda Maxime. « J'accepte, monsieur. » Quelques semaines plus tard, un matin quelconque, le hall du Grand Hôtel Beaumont se réveilla avec une petite plaque de bronze sur le mur latéral, près du comptoir de Monsieur Aurélien. La plaque n'avait pas de nom propre écrit, elle avait seulement une phrase gravée en lettres simples. « Dans cet hôtel, aucun client n'est seul. Dans cet hôtel, aucun employé n'est invisible. » Monsieur Aurélien Pissarro Dubois la nettoya personnellement chaque matin jusqu'au dernier jour de sa vie professionnelle. Il prit sa retraite un peu plus tard lors d'une petite cérémonie intime dans le hall. Maxime lui offrit une indemnité extraordinaire. Monsieur Aurélien accepta la moitié et demanda que l'autre moitié soit destinée à la fondation de médication pédiatrique que l'hôtel soutenait déjà avec le cas d'Étienne. Il vécut ces dernières années à écrire des lettres à ses petits-enfants, à lire de vieux livres et à rendre visite à Madame Odette dans sa suite tous les 15 jours. Madame Odette Bertrand Chastain, Dby, reçut le remboursement intégral de chaque euro qui lui avait été soustrait, mais ne garda presque rien de l'argent. Elle le destina entièrement à une fiducie au nom d'Étienne Montalembert Duval pour ses futures études universitaires. Quand Valérie tenta de refuser, Madame Odette lui prit les 2 mains sur la table de la suite 814 et lui dit avec la lucidité intacte de ses 73 ans, « Ma fille, ta mère Gisèle m'a fait promettre que tant que je vivrai, tu ne serais pas seule. J'ai tenu cette promesse avec toi toute ma vie, mais maintenant, il me revient de la tenir avec ton fils. Laisse-moi la tenir, ma fille. Ne me l'enlève pas. » Valérie ne put répondre. Elle posa seulement sa tête sur l'épaule fragile de la vieille dame. Renaud Verrier-Fontaine respecta entièrement l'accord de restitution. Il perdit sa maison, il perdit son nom dans le milieu hôtelier, il perdit le cercle social qu'il avait soutenu pendant des décennies. Son neveu, Marc Verrier-Linars, en revanche, prit un chemin différent. Après avoir rendu justice, il s'inscrivit à un programme d'extension universitaire sur l'éthique des affaires et, quelque temps plus tard, il envoya à Valérie une brève lettre manuscrite dans laquelle il lui demandait pardon sans rien demander en retour. La lettre arriva au nouveau bureau de Valérie au siège social. Elle la lut 2 fois, la rangea dans un tiroir, n'y répondit pas, mais ne la déchira pas non plus. Il y a des pardons qui ne sont pas accordés avec des mots, pensa-t-elle, mais qui ne sont pas non plus refusés par le silence. Camille Sotomayor-Braque fut confirmée directrice de la conformité de la chaîne Beaumont pour toutes les propriétés du pays. Elle reformula les protocoles de gouvernance interne. Elle présenta le cas Beaumont à un congrès international d'audit d'entreprise comme référence éthique et ne jugea plus jamais, même un instant, l'uniforme avant d'écouter la personne. Didier Bazir-Comte resta chef permanent de la sécurité de l'entreprise. Soraya Lenoir-Picard, la réceptionniste de nuit, fut promue coordinatrice générale du service de nuit après avoir remis à Camille, le lendemain du conseil, un carnet avec des notes sur des mouvements étranges qu'elle avait observés pendant des mois sans oser dénoncer. Quand Valérie lui demanda pourquoi elle n'avait pas parlé avant, Soraya lui répondit, les yeux brillants, « Parce que jusqu'à cette semaine, madame, je ne savais pas que dans cet immeuble on pouvait parler. » Un matin, déjà à une autre saison, Valérie Ciel-Ardenne Dubois arriva tôt au siège social de la chaîne Beaumont. Elle avait une réunion avec l'équipe de la défense à la première heure. Avant de monter au bureau, elle s'arrêta dans le hall de l'immeuble. Sur le mur, à côté du comptoir, une plus grande plaque de bronze avait été installée le mois précédent. Elle portait les noms des clients âgés et seuls que la défense protégeait actuellement dans chaque propriété de la chaîne. Le premier nom de la liste, en lettres simples, disait « Madame Odette Bertrand Chastain, suite 814, Grand Hôtel Beaumont ». Valérie passa ses doigts sur le bronze, puis monta. Dans son bureau, 2 choses l'attendaient. Une tasse de café préparée par sa secrétaire, qui avait appris en quelques semaines à ne pas l'appeler « Madame la directrice », car Valérie insistait pour être appelée par son prénom. Et sur le bureau, une enveloppe fermée avec le sceau de l'université publique de la ville. À l'intérieur, une lettre d'admission à la faculté de médecine adressée à Étienne Montalembert Duval. C'était une démarche qu'elle avait accompagnée avec son fils pendant des semaines. La lettre était arrivée ce matin-là. Valérie ouvrit l'enveloppe avec précaution, lut la première ligne, porta sa main libre à sa bouche, et pour la première fois dans cette nouvelle vie, elle pleura sans soutenir son visage, sans s'excuser auprès de personne, sans avoir à expliquer quoi que ce soit. Elle sortit son téléphone, composa le numéro de son fils. « Ma vie, maman, c'est arrivé. C'est arrivé. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne. Puis la voix d'Étienne sortit ferme. « Jeune,
Vive, maman. Quand je serai médecin, je soignerai gratuitement les enfants des femmes qui nettoient des bâtiments comme le tien. Je te le promets, maman. Valérie ne put répondre immédiatement. Quand elle le fit, sa voix sortit douce. Mon fils, ta grand-mère Gisèle te regarde aujourd'hui, et elle sourit. Elle coupa l'appel. Elle marcha jusqu'à la fenêtre du bureau. Elle regarda la ville en bas, qui s'éveillait. Elle sortit de la poche de sa veste une petite carte ancienne à l'écriture déjà effacée qu'elle avait conservée depuis la première nuit, pour qu'aucun enfant ne dépende plus jamais du silence de sa mère. MB. Elle la lut de nouveau, la rangea et dit à voix haute, en regardant la ville, une seule phrase pour elle-même et pour tous ceux qui n'étaient plus là. « Maman, Madame Odette, me voici et je ne me tairai plus jamais. Il y a ceux qui croient que le propriétaire d'un lieu est celui qui signe les chèques, celui qui a la clé maîtresse, celui qui entre dans l'immeuble avec sa veste impeccable et son salut cordial. L'histoire de Valérie Ciel-Ardent Dubois existe pour nous enseigner le contraire. Le véritable propriétaire d'un lieu est celui qui en prend soin quand personne ne le regarde. Celle qui nettoie avec respect la chambre d'une vieille dame seule et la traite comme une mère. Le vieux concierge qui garde en silence pendant 15 ans une enveloppe qui ne lui appartient pas. La femme de chambre qui ose prononcer un nom à voix haute, sachant que ce nom peut lui coûter tout. Ceux qui humilient les autres en croyant que l'uniforme définit l'être humain oublient toujours la même chose. Parfois, la personne qui en sait le plus sur l'endroit où l'on croit commander est la personne à qui l'on n'a jamais rien demandé. Et quand cette personne décide enfin de parler, elle n'a pas besoin d'élever la voix, elle a juste besoin d'un appel au milieu d'un couloir et d'un monde entier qui, sans savoir pourquoi, baisse sa garde pour l'écouter.